ce que l'on constate actuellement aux États-Unis depuis maintenant quelques années, et peut-être plus encore depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est que on n'a plus de politique asiatique, on n'a plus de politique étrangère, on a une politique chinoise. Les événements de la rue de ces derniers jours, c'est une crise qu'on pourrait qualifier de sociétale. Alors c'est un petit peu la rencontre de toutes ces autres crises, ces frustrations accumulées pour cette population américaine, et puis plus fondamentalement une forme de malaise sur cette inquiétude liée tout simplement à l'avenir des États-Unis. Que représentent aujourd'hui les États-Unis? Qu'est-ce que le rêve américain? Est-ce que c'est un pays dans lequel on peut autant s'épanouir aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans? On voit que les indicateurs sont pour le moins éloquents dans ce domaine. On constate que les écarts de richesse se sont considérablement aggravés, qu'il est beaucoup plus difficile de pouvoir prospérer aux États-Unis en partant de rien du tout. Donc, c'est un petit peu tous les fondements du rêve américain qui se retrouvent bousculés désormais. Et puis, bien sûr, on voit aussi derrière cette question raciale, ou ces questions raciales au pluriel, ces divisions entre communautés ou groupes communautaires aux États-Unis, et d'une certaine manière, c'est tout ce modèle du communautarisme américain qui se retrouve aujourd'hui contesté et qui se retrouve un petit peu en difficulté. Et donc, il y a là une crise existentielle des États-Unis, tout simplement, et une existence qui concerne l'intérieur, cette société, mais qui concerne aussi, par effet rebond, la place des États-Unis dans le monde. Les États-Unis sont depuis maintenant plusieurs années à un déclin. C'est un déclin relatif, puisque c'est évidemment une très grande puissance, et ça restera une très grande puissance, mais c'est un déclin réel malgré tout. Et bien évidemment, la face la plus visible de ce déclin, c'est la relation avec la Chine et la compétition de plus en plus difficile pour Washington face à Pékin, et puis cette image des États-Unis qui a tendance à se détériorer dans une grande partie du monde. On ne rêve plus désormais des États-Unis quand on vit à l'extérieur des États-Unis. Il y a vraiment une fracture politique qui est profonde dans ce pays et qui nous conduit à une polarisation totale de la vie politique américaine, avec une forme de manichéisme qui va s'installer dans tous les commentaires qui peuvent être faits de la situation que l'on retrouve dans ce pays. Et c'est malheureusement ce que l'on retrouve notamment dans ces mouvements protestataires. Je rappelle que le président des États-Unis a qualifié les protestataires d'antifa et de militants gauchistes, sans prendre le soin d'essayer de s'interroger sur la nature exacte de cette protestation et sur le fait qu'il y a évidemment des personnes extrêmement diverses dans le flot de ces protestataires. Donc, crise politique tout à fait grave, avec, rappelons-le, il y a encore quelques mois ou même quelques semaines, une procédure d'impeachment contre le président des États-Unis, et puis, bien sûr, une élection qui se profile dans maintenant quelques mois, qui sera sans doute extrêmement agressive dans la campagne entre les deux hommes. D'ailleurs, Biden est sorti aujourd'hui de sa réserve pour expliquer que si lui était président des États-Unis, eh bien, il ne diviserait pas les Américains comme a ou aurait trop tendance à le faire Donald Trump. Donc, on voit bien qu'il y a là, des frustrations et des crispations politiques qui sont le reflet de ces frustrations et qui sont tout à fait inquiétantes dans cette démocratie. On a presque envie de dire que de chemin parcouru. Quand on a vécu comme moi les années 90, quand on a étudié dans les années 90, j'ai même pour ma part étudié aux États-Unis dans les années 90, eh bien, on pouvait évidemment imaginer qu'à terme, ce pays serait en compétition avec d'autres acteurs et que le leadership américain serait disputé. On pouvait imaginer que, comme toutes les autres grandes puissances, le leadership américain serait en voie progressive d'érosion. Mais il aurait été impensable, il y a maintenant 20 ans, d'imaginer que aussi rapidement, les États-Unis se retrouvent confrontés à une telle crise de leadership. Donc il y a eu un effet accélérateur qui, sans doute, a pris
tout autant les Américains que le reste du monde par surprise. Et donc, on se retrouve dans une incapacité à anticiper, mais on n'est même plus au stade de l'anticipation actuellement, simplement à cette perte de leadership qui semble s'accélérer progressivement. Je dirais même que pendant la période de la présidence de Barack Obama, pendant les 8 années de Barack Obama, le profil d'Obama, son image extrêmement favorable à l'extérieur, a donné d'une certaine manière l'illusion que les États-Unis étaient, entre guillemets, de retour et qu'on était capable d'enrayer cette perte progressive de leadership. Et puis, on a bien vu que finalement, c'est Obama l'exception. Ce n'était pas la norme. Et une fois qu'Obama a quitté la Maison-Blanche, a fortiori en laissant la place à Donald Trump, eh bien, on a vu que ce leadership a été d'autant plus disputé qu'il n'était plus incarné par une figure, je dirais, représentative et surtout bénéficiant d'une image. Et donc, on est effectivement dans une crise de leadership. Alors, une crise de leadership dont les fondements sont anciens. Là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui est l'accumulation de faits et une mauvaise gestion américaine. Je dirais que, par essence, les États-Unis se sont interrogés dans les années 90 sur le leadership, quel sens a donné à ce leadership, quelle utilisation faire de cette puissance américaine. Il y avait à l'époque, dans les milieux académiques et politiques américains, des débats extrêmement riches sur l'utilisation de cette puissance américaine, pour évidemment chercher à la pérenniser, pour éviter de commettre les mêmes erreurs que d'autres grandes puissances par le passé et connaître une forme de déclin progressif. Et je dirais qu'on a tiraillé un petit peu les États-Unis dans des directions qui parfois étaient presque incompatibles les unes avec les autres. C'est-à-dire que d'un côté, on souhaitait assumer ce rôle de gendarme du monde que vous avez évoqué, donc une forme d'hégémon bienveillant, c'était le terme que l'on utilisait à l'époque. Les États-Unis sont un hégémon bienveillant, ils vont le rester, ils sont différents des autres puissances. Les États-Unis sont là pour apporter non seulement la démocratie, mais aussi le développement économique, sont là pour, d'une certaine manière, apporter la modernité au reste du monde. Et donc, cet arbitre est un arbitre bienveillant qui est tout aussi bienveillant qu'il est incontournable. Et c'était d'ailleurs les termes qu'avaient utilisés à l'époque plusieurs membres de l'administration Clinton. Dans le même temps, certains analystes américains, certains politiques aussi, notamment dans les milieux républicains, ont cherché à capitaliser sur cette puissance américaine, en partant du principe qu'après tout, les États-Unis n'ont pas à se mettre à la disposition du reste du monde. Pourquoi est-ce que nous devrions être des gendarmes et répondre à toutes les attentes sans que l'intérêt national américain ne soit véritablement questionné? Et donc, dans ces cercles-là, dans ces milieux-là, on s'était interrogé au contraire sur la nécessité d'avoir un leadership à la carte. C'est-à-dire que les États-Unis sont capables de choisir les situations dans lesquelles ils se montreraient très présents, et puis, à l'inverse, d'être capables de se retirer, de se mettre en retrait sur des sujets dans lesquels leur intérêt national serait moins prononcé, moins marqué. Et donc, ce leadership à la carte que l'on a notamment pu observer dans ces fameuses coalitions que Washington a mis en place au début des années 2000, je pense à la guerre d'Irak en particulier, ce leadership à la carte a évidemment eu pour effet de renforcer d'un côté la puissance américaine, puisque dès lors qu'on adhérait à cette puissance, eh bien, on adhérait au principe de ce que l'on appelle le bandwagoning, donc on suit les États-Unis, c'est ce qui s'est passé en Irak pour les membres de la coalition. Et puis cela a eu évidemment dans le même temps pour effet de limiter la pertinence de cette bienveillance américaine qui était dès lors questionnée et assimilée tout simplement à un hégémon, je dirais, traditionnel. Donc c'est progressivement que ce leadership américain, que cette représentativité de la puissance américaine a changé, et elle a changé parce que les Américains eux-mêmes se sont interrogés sur sa nature et ont souhaité d'une certaine manière son changement. Donc c'est important de le noter. On peut à ce titre mentionner le cas de l'OTAN.
On explique souvent que l'OTAN est l'un des principaux outils de la puissance américaine, ce qui est évidemment exact quand on regarde l'histoire de la guerre froide. Mais dans un contexte post-guerre froide, l'OTAN est devenue surtout une contrainte pour les États-Unis. Et cette contrainte a été pointée du doigt par un certain nombre d'élus, notamment du Congrès, par un certain nombre d'analystes, d'experts dans les années 90 qui se sont dit mais on ne veut pas de ce type d'alliance, on ne veut pas de ce type d'organisation. Donc d'accord pour avoir une architecture de défense solide qui nous permet de maintenir un lien étroit avec nos partenaires européens, mais pas d'accord pour être à leur disposition. Et donc il faut que les choses changent. Et ces débats que l'on voit déjà dans les années 90, ils existent encore aujourd'hui. Tous les sommets de l'OTAN sont un bras de fer entre les alliés européens et les États-Unis. Et donc, on se retrouve dans des situations qui, encore une fois, ne sont pas nouvelles, mais qui se sont progressivement développées. Et c'est ajouté à cela une crise du leadership politique, notamment rendue particulièrement sensible par ce que j'appelle une vraie alternance politique. Donc, ce n'est pas simplement une alternance entre républicains et démocrates dans l'exécutif, c'est une vraie alternance dans les orientations de la politique étrangère ou dans l'image que les États-Unis vont renvoyer. Le contraste entre d'un côté Clinton et Bush, et puis de l'autre Obama et Trump, est de ce fait saisissant. On a véritablement l'impression qu'à chaque présidence, on essaie de redonner une nouvelle image des États-Unis sur la scène internationale autour précisément de cette question de leadership. Et cela va évidemment considérablement affaiblir l'influence des États-Unis parce que les alliés ne savent plus trop de quelle manière reprendre les États-Unis. Et puis les adversaires constatent qu'il suffit tout simplement d'attendre un changement à la Maison-Blanche pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et éventuellement obtenir un gain. Et donc, on se retrouve dans une politique étrangère qui a un petit peu perdu sa boussole, je dirais, et qui va être trop dépendante du bon vouloir du locataire de la Maison-Blanche et de son administration. On ne sait plus, au final, si les États-Unis veulent assumer le leadership, veulent être la grande puissance, ou si, au contraire, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Ils veulent simplement se focaliser sur les dossiers qui sont à leurs yeux les plus importants. Donc il va falloir clarifier les choses peut-être, en particulier avec les alliés de Washington. Cette perte est particulièrement inquiétante dans la relation avec les alliés et les amis de Washington, qui ont toutes les raisons de s'inquiéter de cette politique étrangère devenue un petit peu incompréhensible. Les Chinois ont ce mérite de nous offrir des points de référence, et notamment l'année 2049, le 100e anniversaire de la République populaire de Chine, qui est Donald Trump. Et il est sans doute nécessaire que Donald Trump parte et laisse la place à un autre président, ce sera donc évidemment Joe Biden. Par ailleurs, on constate que, sauf accident totalement imprévisible à ce stade, la réélection de Donald Trump sera très très difficile et même plus que compromise. Est-ce que ce sera suffisant? Donc imaginons, on se projette, nous sommes en janvier 2021, la pandémie sanitaire est, on l'espère, terminée, mais la crise économique est là, la crise de leadership reste, les tensions raciales que l'on observe n'auront pas diminué, enfin, on l'espère, pas d'affrontement, mais les tensions resteront tout à fait palpables. Et puis, on a un nouveau président qui prête serment, Joseph Biden, qui sera accessoirement le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. Est-ce que ça va fondamentalement changer les choses? Je dirais malheureusement non. Joe Biden n'est peut-être pas l'homme de la situation. Son âge, le fait que ce ne soit pas un dirigeant de premier plan aux États-Unis, plutôt effacé par d'autres figures de son parti, eh bien tout cela ne plaide pas véritablement en sa faveur. Et donc on peut plutôt s'attendre à une présidence, je dirais, de transition. Est-ce que Joseph Biden pourra, pendant les 4 ans qu'il passera à la Maison-Blanche, ou plus, ça je ne sais pas, mais est-ce qu'il pourra voir émerger de futurs visages?
des personnalités capables d'incarner un renouveau américain. On a besoin de cela aux États-Unis. On a besoin de héros. On est dans le monde occidental et le monde occidental a besoin de figures héroïques qui vont incarner les directions du pays. Et l'histoire des États-Unis est faite de ces héros présidents. On a besoin de ce type de figure. Ça ne peut pas être Joe Biden. Donc la question, c'est est-ce qu'on pourra avoir ça immédiatement après Joe Biden? Si ce n'est pas le cas, la crise sera profonde et les États-Unis ne redécolleront pas. Parce qu'on restera dans des oppositions stériles entre républicains et démocrates. On restera dans une alternance politique qui se soldera simplement par la critique de tout ce qui a été fait par l'administration précédente. Et puis, on renverra, comme je le disais, une image extrêmement chaotique à l'extérieur. Donc, il faudra quelqu'un capable de réunir un petit peu ces forces vives américaines et donc de réparer ces divisions qui sont profondes actuellement dans cette société américaine. Donc, la grande question, ce n'est pas est-ce que Biden peut être ce personnage-là, parce qu'il ne le sera pas. Mais est-ce que juste après Biden, on peut voir ce type de personnage éclore et redonner une forme d'espoir aux États-Unis? D'une certaine manière, les Américains ont besoin d'un nouvel Obama, démocrate ou républicain, peu importe, mais une personnalité qui, d'un seul coup, fasse toute la lumière sur les États-Unis et replace ce pays au centre de l'échiquier international et donne d'une certaine manière l'espoir aux Américains. Donc, on a besoin de ce type de figure. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y aura ce type de président après Biden? Ça va être une question essentielle. Et on est obligé, malheureusement, de se poser ce type de questions dès maintenant aux États-Unis. Sur la scène internationale et dans ce rapport au reste du monde, ça va évidemment être extrêmement difficile. Parce que là aussi, au-delà du fait que ça va dépendre de l'image de ce président, de ce représentant des États-Unis sur la scène internationale, ça va dépendre aussi de la cohérence du projet américain. Qu'est-ce que les États-Unis veulent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et donc, est-ce qu'on va vers une politique étrangère modeste, parce que les moyens seront eux-mêmes plus modestes? Donc, on va réviser les ambitions à la baisse d'une certaine manière, fini ce nouvel ordre mondial, fini cette propagation des valeurs américaines. Non, on va se concentrer sur l'hémisphère, on va se concentrer sur certains partenaires, on va se concentrer sur des dossiers en particulier. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Donc, pas un repli sur soi, mais un resserrement autour de certains dossiers identifiés comme prioritaires. Ou alors, est-ce qu'on va vers une volonté, je dirais, plus de confrontation avec les autres pôles de puissance, au premier rang desquels la Chine, on y revient, dans ce qui serait, sinon une nouvelle forme de guerre froide, parce que ce n'est pas tout à fait de la guerre froide, en tout cas une compétition à grande échelle qui va évidemment poser la question des moyens qu'il faudra y investir et des gains qu'on pourrait potentiellement en tirer. Donc là aussi, c'est quand même un terrain extrêmement hasardeux, extrêmement difficile pour les États-Unis. Et personnellement, je n'y crois pas. Ce que je crois personnellement, et c'est d'ailleurs accessoirement ce qui m'inquiète, c'est que les États-Unis vont progressivement se désintéresser du monde. Ce qui m'a personnellement frappé dans cette crise du coronavirus, dans la gestion qui en est faite aux États-Unis, à la fois la gestion politique, mais aussi la gestion médiatique. Si vous regardez CNN, si vous regardez Fox News, si vous regardez d'autres médias américains, si vous lisez les journaux américains, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on ne parle que des États-Unis. Le reste du monde n'existe plus. Parce que la crise est si violente aux États-Unis qu'on n'a plus les moyens, on n'a plus l'énergie pour s'interroger sur la manière avec laquelle les autres pays vont subir cette crise. On va se focaliser sur les États-Unis. CNN est un média international, mais en ce moment, CNN ne fait que de l'américain. Le seul moment où on parle du reste du monde sur CNN, c'est dans les publicités, où on va vous parler d'Afrique, on va vous parler du Moyen-Orient, etc. Mais sur l'actualité en tant que telle, on ne parle plus et de manière exclusive que des États-Unis. Et donc, je crois malheureusement que cette crise nous montre une tendance qui est une vraie tendance de fond, à savoir que ces États-Unis, qui n'ont jamais de toute façon été
fondamentalement un peuple très tourné vers l'extérieur. Hein. On vient aux États-Unis, mais on ne repart pas des États-Unis d'une certaine manière. C'est une terre d'accueil, pas une terre de départ ou d'exploration. Les Américains voyagent peu dans le reste du monde en comparaison avec d'autres pays développés. On constate que les Américains se désintéressent de plus en plus du reste du monde, et ça voudrait dire par conséquent un refus du leadership, un refus de prendre des responsabilités. Et malheureusement, c'est une tendance, je le crains, que l'on observe depuis maintenant quelques années et qui va crescendo, qui va être de plus en plus prononcée. Si dans le même temps, les autres grandes puissances ne veulent pas prendre des responsabilités à grande échelle et ne veulent pas devenir ce nouvel empire bienveillant, cet hégémon au service des autres, etc., comme l'ont été les États-Unis de l'administration Clinton, eh bien, il y aura une absence de leadership à échelle internationale. C'est ce que le politologue américain Ian Bremmer a qualifié de G0. À savoir, on n'est pas dans un G2, à savoir une dualité, une nouvelle guerre froide, etc. On n'est pas dans un concert des nations où chacun essaie d'avancer ses pions avec des conflictualités, mais qui sont préservées par une volonté de dialogue collectif. On est dans une absence totale de prise de responsabilité sur les grands dossiers. C'est-à-dire, vous avez un problème au Moyen-Orient, les Américains ne veulent pas y aller, les Chinois ne veulent pas y aller, les Européens ne veulent pas y aller. Eh bien, résultat, on ne fait rien et on laisse la situation pourrir. Même chose en Afrique, même chose en Amérique latine, même chose en Asie du Sud-Est. Chacun va identifier ses précarés, ses zones contrôlées, et puis il y aura des zones grises dans lesquelles personne n'ira, entre guillemets, s'impliquer. Et c'est quelque chose qui est potentiellement extrêmement dangereux. Et par conséquent, tout ce que je vais vous dire ici sur cette absence de leadership américain, il ne faut surtout pas croire que c'est quelque chose dont on puisse à un quelconque moment se réjouir. Je crois que malheureusement, cette perte d'influence des États-Unis aura des conséquences non seulement dans ce pays, mais aussi dans les équilibres internationaux. On a appris d'une manière à vivre avec cette bienveillance américaine. On a appris à vivre avec cette mise à disposition des États-Unis sur les grands dossiers internationaux. Comment allons-nous faire dès lors que nous serons orphelins des États-Unis? Et je suis pour ce point particulièrement inquiet.